Je te crois, je te protège. Oui, merci énormément à vous deux d'être ici, ensemble. Christine Angot, donc vous êtes écrivaine, dramaturge, mais aussi scénariste, réalisatrice et réalisatrice de ce film que nous venons de voir. Édouard Durand, vous êtes magistrat, juge pour enfants, et vous avez coprésidé entre 2021 et 2023 la CIVIS, la Commission sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Donc, on va essayer de faire en sorte que vous puissiez échanger un peu entre vous et rebondir de la place d'où vous parlez et d'où vous filmez, d'où vous montrez. Et puis ensuite, un petit échange avec la salle. Une première chose qui est très très marquante par rapport à votre film, tout le monde est d'accord pour dire l'inceste c'est horrible, c'est un crime, c'est dégueulasse, tout ça, tout le monde est d'accord. Mais à partir du moment où on a dit ça, comme on le voit dans la scène avec Elisabeth, en fait, on se rend compte que personne n'est d'accord. D'ailleurs, et que en fait, dans cette scène, autant tout le monde est d'accord pour dire que c'est horrible, mais là, ce qu'on voit, c'est que quand on en parle, c'est la guerre. Oui, la question n'est pas que ce soit horrible ou pas horrible. La question, elle est que c'est, ça est. Après, horrible, pas horrible, merci beaucoup, on a besoin de personne pour nous faire des qualificatifs et nous dire comment il faut le qualifier et pour nous faire des démonstrations vous avez vu, moi j'ai vu que c'était horrible. Vous avez vu, ah c'est dégueulasse. Ah c'est horrible. J'adore quand c'est horrible. Oui, j'aime les films d'horreur. Bon. Non, ça c'est en trop. Tout ça c'est en trop. Horrible, affreux, comment c'est possible. C'est en trop. C'est pas nécessaire. Inceste. C'est, ça est, autour de nous, chez nous, c'est tout. Et ça c'est déjà beaucoup plus difficile à dire, visiblement, comme on le voit bien dans le film, ça c'est plus difficile à dire. Oui, d'autant que, en fait, s'il n'y a pas, quand vous dites l'inceste, ça est, ce qu'on voit dans le film, c'est un film d'après coup, on pourrait dire, voilà, ça a eu lieu, entre guillemets, les faits sont établis. Mais en fait, non, ça n'a pas eu lieu, ça continue. C'est-à-dire que quand vous dites l'inceste est. L'agresseur a beau être mort, c'est encore là. Il y a une espèce d'éternité de ce crime-là. Donc, peut-être Édouard Durand... par rapport à cette scène, par rapport à ce mot inceste, ce que c'est, vous êtes un homme de loi, mais vous n'êtes pas seulement un homme de loi, vous êtes aussi un homme de parole. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi, d'une certaine manière, l'inceste, une fois qu'il a été, il est et il reste? Pourquoi on n'y arrive pas? Je crois que vous m'entendez pas. Non. Comme je veux pas parler, ça m'arrange. Ah bah si. J'allais dire, je crois que ma voisine de droite répondrait mieux à cette question que moi. Je dirais, toute violence est toujours la rupture radicale dans l'existence. Et l'inceste est une violence, ça est parce que c'est la violence qui nie l'identité. Et tout à l'heure, Christine Angot nous disait, ce film, c'est restituer les voix. Et l'inceste, c'est l'anéantissement de la voix.
Et pourquoi c'est si difficile? Parce que nous sommes d'accord avec le pouvoir. Parce que c'est une question de pouvoir, je crois. Et que nous sommes fascinés par le pouvoir. Et que nous ne savons pas si nous voulons interdire ou autoriser qu'on prenne possession du corps de l'enfant. Je dirais ça. Dans cette scène, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée. La fameuse scène avec Elisabeth, c'est une scène de métamorphose physique qu'on voit en acte, en fait. On vous voit au début de la scène, vous avez peur, enfin on voit la peur, on la ressent, vous tremblez, et puis tout à coup la caméra panote, on voit chercher la maison, elle panote sur la sonnette, et on sait plus ce qui se passe, on sait plus si c'est la caméra qui appuie sur la sonnette. Et à partir du moment où la caméra fait ça, enfin panote, enfin la personne qui est derrière la caméra, je crois que c'est Caroline Champetier qui est ici, à partir de là il se passe quelque chose d'incroyable. Il y a une métamorphose. Vous vous transformez. C'est la guerre. Vous êtes une guerrière, elle aussi. Et il y a du sang sur les murs. Non, moi, justement, je suis pas une guerrière, mais je me transforme. C'est une métamorphose. Pardon, il y a une question. Est-ce que, Édouard, tu te souviens et est-ce que tu m'autorises? Oui. Donc, bon, ce film, c'est pas fait comme ça, tac, on commence et puis on va jusqu'au bout comme ça. Non, il y a eu plein de mouvements, plein de moments, des phases, autrement dit, et des états intermédiaires du film, comme il y a des brouillons, comme il y a des étapes. Et à une certaine étape, mais c'était pas le montage tel qu'il est aujourd'hui, mais il y avait quand même un montage. Il y avait quand même un montage. Il y avait la scène à Strasbourg, dans l'appartement de la femme de mon père. Il y avait ça, c'est mon bureau. Il y avait déjà pas mal de choses, mais bon, c'était pas ce que vous avez vu, exactement. Mais il y avait déjà cette scène, et cette scène, posait peut-être problème. Et comme je connaissais un juge, que j'avais rencontré pas du tout dans l'exercice de ses fonctions, mais dans une librairie, et qui m'avait posé une question à un moment parmi les gens dans la librairie. Il y avait un homme qui avait levé la main et qui m'avait posé une question. Je me suis dit, alors là, vraiment, celui-là, c'est quand même un très bon lecteur, je m'étais dit. Et voilà, mais je ne savais pas qui c'était. C'était en 2011, je crois, pour mon livre qui s'appelle Les Petits. Et voilà. Et puis, je l'ai revu ensuite, cette personne, je n'avais pas identifié le rapprochement, et c'était donc Édouard Durand. Donc, comme je connaissais Édouard, au moment où je faisais ce film, je lui ai demandé s'il accepterait de voir le film dans l'état dans lequel il était, et notamment qui comportait cette scène. Et donc, il m'appelle quelque temps plus tard, et il me dit des choses sympathiques, et puis il a comme une espèce de retenue, et il me dit dans tes livres, on voit la violence de l'inceste, parce que c'est de la littérature, et que donc c'est écrit. Alors que là, comme on est au cinéma, on ne voit pas l'inceste, on ne voit pas donc la violence de l'inceste, et donc la seule violence qu'on voit, c'est toi, quand tu montes l'escalier, quand tu mets le pied dans la porte,
Voilà, c'est ça la seule violence qu'on voit. Et je lui dis, on est au téléphone, je lui dis, dans cette scène, je ne suis pas violente, je suis folle. Et ce juge me dit, ah, je comprends, parce que moi, je suis catholique, et Jésus, quand il entre chez les marchands du temple, il n'est pas violent, il est fou. C'est bien ça? Et à ce moment-là, j'ai trouvé ça tellement magnifique que le discours de celui qui est le juge, qui normalement ne devrait pas comprendre ce discours, non seulement le comprenne, mais en soit complètement imprégné. Voilà pour cette question. Dans cette librairie, je crois que c'était plutôt une semaine de vacances. Peut-être. Et à la question à quoi sert la littérature, je peux répondre par l'œuvre de Christine Angot. Et ce qu'elle en dit elle-même, je veux que les mots soient visibles. Et je pense que c'est même l'enjeu de l'existence humaine. Je veux que les mots soient visibles. Mais il faut pouvoir écrire la littérature. Et je m'interrogeais sur la puissance de l'image sur nous, ou sur moi, dans ce qui n'est pas la lecture des mots, mais être devant des images. Et je m'interrogeais sur l'effet produit sur nous d'une image qui pourrait inverser la visibilité de la violence. Mais on a la clé dans le film. Il y a la clé dans ce que tu as dit tout à l'heure, les voix. Et j'avoue, ça a été très important pour moi de t'entendre dire ça. Et la violence extrême de ce qui est dit dans cette scène, sur la négation même de ça est. J'étais la seule à ignorer ces relations. Non, elle dit même, ça va plus loin, c'est qu'elle nie. C'est-à-dire qu'il y a toute une escalade, c'est hyper précis. Parce qu'au départ, on sent qu'elle est déstabilisée quand même. D'ailleurs, elle vous appelle Catherine. Enfin, on sent quand même que vous arrivez à la faire vaciller. Donc tout le monde est debout et là vous dites, bon, je vais m'asseoir. Ok, est-ce qu'il faut que je m'assoie? Donc, et là, il y a Caroline Champetier, etc. Venez, entrez, entrez. Et vous le dites, et puis vous nous adressez à nous, entrez. Maintenant, on entre dans les maisons, parce que l'inceste, ça se passe dans les maisons qui sont fermées. Donc, entrez. Et là, après, ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'elle reprend pied, cette Élisabeth. Et hop, le retournement comme une crêpe, il vient petit à petit, et notamment, elle nie, puisqu'elle dit, en fait, ce que tu as, le drame de ta vie, elle s'autorise à dire ça. Donc la violence, en fait, on la voit. On la voit parce qu'on l'entend et qu'on la voit. Quand vous parlez, quand vous dites ce qui vous est arrivé, elle est comme ça. Elle ferme les yeux, elle fait comme ça. Mais ça, on le voit. Et on se dit, mais j'hallucine ou quoi? C'est terrible. Et on se dit, ah mais quand même, elle se voit pas, mais nous on la voit. Donc c'est vrai que ces images, elles sont très importantes. Et elle finit par dire, le drame de ta vie, c'est que tu n'as pas eu l'amour d'un père. C'est que tu n'as pas eu l'amour de ton père. De ton père. Donc tout ça, par rapport à tout ce que vous dites, Édouard et vous, c'est génial parce que quand on dit qu'il n'y a pas d'image d'inceste, il n'y en a pas. Parce que ça n'existe pas.
Je veux dire, ça n'existe pas. Et c'est très important que ça existe. Donc là, on voit si, on voit. Souvent, on dit, il y a des paroles qui sont très violentes. Parole contre parole, tous ces trucs-là. C'est hyper violent. C'est pas parole contre parole du tout. Parce qu'en fait, on voit ce qui se passe. On voit quelqu'un qui fait ça. On voit quelqu'un qui est comme ça. On voit, on entend ce qu'elle dit. Et on assiste à ce retournement. Donc ça, par exemple, c'est... Je sais pas, moi j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça au cinéma. Est-ce que quand vous sonnez sur cette sonnette, c'est ce que vous venez chercher? Bon, de toute façon, vous avez vu le film, donc vous voyez bien que je tourne autour de cette maison. Je demande à Caroline si elle veut pas apporter des fleurs. C'est tout sauf un programme, sauf un plan, sauf voilà, pas du tout quoi. C'est au contraire une incapacité. Et pour reprendre la question de tout à l'heure, je ne suis pas violente, je suis folle. Étant donné qu'il y a une incapacité que je ne peux pas, que j'ai peur. Il faut pouvoir être fou parce que quand on est fou, on n'a pas peur. Donc il faut être dans voilà, il y a que ça qui peut. Ça peut pas être un programme. Ça peut pas être une violence. Je vais monter cet escalier, je vais voir. Non. C'est je sais pas. En fait, ça correspond, vous savez, dans le film, il y a ce moment, dans les images d'archives, cette image où j'ai un t-shirt rayé, rose et vert, et où Claude me demande « Pourquoi t'aimes ça filmer ?» Bon, alors je dis « bon ». Et puis à un moment, je dis « Parce que j'ai deux regards ». Bon ben, au moment où je monte l'escalier, oui, enfin, c'est ça, quoi. C'est pas moi qui monte l'escalier. C'est l'autre. Mais puis vous n'êtes pas seul. Enfin, ben non. Vous n'êtes pas seul. Ben, sinon, alors je peux vous dire, je reste dans mon hôtel. Hein. Si je suis seule, j'y vais pas. J'ai rien à faire là. Je ne suis pas chez moi. On me l'a assez fait remarquer. Et puis, puis ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de parler à ces gens. Ça ne m'intéresse pas de parler à ces gens. Ça m'intéresse d'entendre ce qu'ils ont à dire. C'est pas la même chose. Et de pouvoir l'exposer, de pouvoir le faire savoir, de pouvoir le faire entendre. Parce que c'est intéressant en soi. C'est pas un lien familial, là, que je viens raviver. Il y a bien longtemps que... pas d'illusion là-dessus. En fait, dans le film, on vous voit, parce que quand vous dites « je ne sais pas ce que je vais faire », il y a aussi quelque chose de très beau. Bon, on n'a pas d'image, mais on vous voit chercher. Ouais. On vous voit chercher le film, et on vous voit chercher. Et le film est en train de se faire. Il y a quelque chose de... Et c'est très matériel. C'est très concret. D'une certaine manière, je ne sais même pas si je pense au film à ce moment-là. Je sais qu'il y a un film, parce que sinon je ne pourrais pas être là. Je ne suis là que parce qu'il y a un film. Parce que sinon, ça ne m'intéresse pas d'être là. Je ne suis là que parce qu'il y a les conditions d'un film. Mais... oui, c'est ça qui permet de... C'est-à-dire un film, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas d'importance, en fait. Qui n'est pas... voilà, c'est pas un reportage, c'est pas du journalisme, c'est pas... C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on peut. C'est pas...
c'est libre. Voilà. Donc ça peut m'intéresser. Je peux y croire. Sinon, la visite à la belle-mère, ça m'intéresse pas. Mais c'est un peu comme si vous nous disiez, regardez les autres essayer de parler, pas moi, mais les autres. Regardez vous, spectateurs, regardez les autres, les personnes qui sont autour de moi, mon entourage, essayez de parler de ça et d'une certaine manière ne pas y parvenir. En fait, à chaque fois, à chaque rencontre que vous faites avec les personnes qui sont tous vos proches, on se heurte à un obstacle, enfin à plusieurs obstacles, et parfois la parole se fracasse. Pratiquement à chaque fois. Et après, il y a un rattrapage. En fait, on en fait quand même quelque chose. Il y a une espèce de tissage qui se crée. Quand même. Donc ça, le fait d'aller chercher la parole des autres, des personnes, des proches, on a un peu l'impression que c'est une manière de dire, l'inceste, c'est aussi ce qu'on en fait, ce qu'on en dit. Et même si c'est impossible d'en parler, c'est impossible de ne pas en parler. Moi, je crois qu'il faut parler. La parole, la vraie, elle se fracasse toujours. Et c'est jamais en une seule fois. Tout le monde le sait. Toute personne qui a essayé à un moment dans sa vie de dire quelque chose, quoi que ce soit, quelque chose qui avait à être dit, on n'a pas eu juste à trouver les mots et le bon moment. Ça s'est toujours fracassé. Toujours. Et donc, la parole qui est, comment dire, c'est pas un robinet, quoi. C'est pas juste, je connais des mots, je connais la grammaire, je sais ce que je veux dire, et donc je vais le dire. C'est pas du tout ça. Donc c'est toujours un échec. C'est toujours un échec. Et cet échec rend malheureux, très malheureux. Mais on réessaye. Mais il faut y aller quand même. On réessaye. Parce que par exemple, il y a des scènes qui sont uniques. Enfin, je veux dire, par exemple, avec Claude, il y a un échange. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans le film. Avec votre mère, c'est un peu différent. Parce qu'il y a 3 moments. C'est un peu comme si... Enfin, je crois pas du tout à l'amour. Enfin, je sais pas. En fait, en faisant ce que vous faites avec votre mère, je me suis dit, mais en fait, je vois ce que c'est aimer quelqu'un. C'est-à-dire, d'une certaine manière, vous lui rendez justice à votre mère, ou justesse. Je sais pas trop comment dire ça. Vous allez la voir avec, je sais pas si c'est Caroline Champetier ou quelqu'un d'autre qui fait les images. Et on voit que là, c'est préparé. Vous voulez qu'elle parle. Ça se passe pas bien. Donc, on voit au montage, ça se passe pas bien, il y a du noir, etc. Et on la revoit plus tard lire quelque chose qu'elle a écrit, et dans 2 situations. Une première fois, on la voit dans un jardin. Oui, c'est la même chose. Et c'est le même texte. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment ça s'est tissé, ces 2 moments? C'est le même texte, c'est pas le même cadre, et il se produit quelque chose. C'est performatif. Il y a quelque chose qui se produit. C'est-à-dire, comme on le voit bien, en fait, ce qui s'est passé, et là, c'est pas présenté dans l'ordre, mais je pense qu'on peut rétablir les choses. Quand je sors le carnet, elle s'attend pas du tout à ce que je sorte ce carnet, qu'elle m'a confié à un moment, quelques mois plus tôt. Et ça, c'est le moment où on est à l'extérieur, dans le jardin. Et elle le lit devant moi, devant Caroline, devant Inès, qui la filme. Et puis elle est débordée par ce qu'elle dit, et elle pleure. Et donc, le lendemain, on devait y retourner. Et
Et elle l'a relu, tranquillement, son carnet, en ayant apprivoisé ce qu'elle avait à dire, et en étant au-dessus de sa parole, pas écrasée par sa parole. Je crois quelque chose comme ça. C'est très marquant cette scène. Moi, je ne savais pas du tout que ça avait été. Mais bon, enfin, limite, peu importe l'ordre, mais on sent qu'il y a vraiment, c'est différent ce qui se passe, et que d'une certaine manière, l'émotion, elle ne vient pas du tout de ce qu'on croit. L'émotion, elle vient de la vérité du moment. Elle vient pas d'un truc fabriqué qu'on va. On est cueilli, en fait, on s'y attend pas, et on voit que vous l'êtes aussi. Et c'est pour ça, je vous disais tout à l'heure, moi, je pensais beaucoup aux gens qui prenaient les images, mais à chaque scène. La vérité du moment, je crois que c'est le plus important. Bah oui, mais la vérité du moment, les personnes qui filment, elles sont là-dedans. Je me dis, elles sont là-dedans, elles sont pas à part, elles sont pas en train de filmer, elles sont dedans, ça devient pour elles aussi. C'est un peu comme ce que vous dites. C'est pour ça que j'ai beaucoup pensé à ces personnes qui filmaient. Et ce que vous dites me fait penser, Édouard, pendant 3 ans, vous avez fait ce qu'on appelle des réunions publiques, qui n'existent plus, pour l'instant. Et vous aussi, vous avez écouté des gens lire parfois. Les gens, ils venaient pour parler, pour dire leur histoire, ou pour dire ce qu'ils pouvaient. Certains avaient, j'ai assisté à plusieurs réunions, certains avaient écrit quelque chose, ça me fait penser à ça. D'autres lâchaient tout. Et voilà. Et de ce que j'ai vu, j'avais l'impression à chaque fois que c'était aussi un petit peu comme un moment de vérité incroyable. À chaque fois. Est-ce que vous vous attendiez? Comment vous avez vécu ça? Toutes ces personnes qui se lèvent, qui disent, et vous les écoutez, et vous êtes un peu comme Christine Angot dans le sens où vous intervenez très peu. Mais si vous n'êtes pas là, ça n'advient pas. Et du caractère performatif que ça, c'est-à-dire au sens où ça agit. Ça fait quelque chose. Et qu'est-ce que vous voyez à ce moment-là dans toutes ces personnes qui se lèvent? Je vois l'échec de l'agresseur et de la société qui le protège et qui protège les agresseurs. Ce que j'ai vu et ce que je vois à Pontoise, au tribunal pour enfants, où je suis désormais, il y a la dignité intacte. Et je mets toute ma vie dans ces mots. Au fond, l'agresseur a toujours déjà échoué. Il y a quelque chose qui, malgré toute la souffrance, malgré la violence de l'agresseur, la violence de l'indifférence de la société, il y a la dignité intacte. Ça, j'engage ma vie sur ça. Et dans les réunions publiques, dans les auditions individuelles, dans les échanges au téléphone ou par écrit, il y a quelque chose qui est performatif, oui, qui est le langage, qui est... Et l'écoute. Il n'y a pas que le nom. Oui, mais la folie. Je suis folle, je suis fou. Est aussi relative à un monde qui est lui fou, qui se met hors de la réalité et qui conduit les enfants victimes d'inceste, les enfants violés, les enfants agressés, les mères protectrices, à penser qu'elles le sont, qu'ils le sont. Édouard, je voudrais te poser une question. La dignité,
tu viens de parler de dignité. Tu dis qu'il y a la dignité intacte. La dignité, est-ce que c'est quelque chose qui se fait seul? Est-ce que la personne qui a de la dignité, c'est sa dignité à elle, ou est-ce que la dignité, c'est aussi le regard qui est porté sur soi? Bien sûr, je pense que ça aura été ça, la civise. Voilà, alors la civise. Mais pour sinon, la dignité, question qui m'était voilà. posée. Bien sûr. Parce que justement, je pense que c'est ça qui est très dur et qui rend notamment la parole difficile, c'est que la question de la dignité en matière d'inceste est quand même un vrai problème. Puisque justement, l'inceste, c'est une indignité. C'est un déshonneur. C'est le déshonneur. Ah oui. Et moi, il y a... C'est là où je suis parfaitement d'accord, complètement d'accord avec ça. Et bien sûr, quand je dis la civise aura été ça, c'est en réponse à la question qui m'était posée. Bien sûr que la question qui se pose au groupe que nous sommes est celle de la position qu'il prend comme tiers. Oui, c'est ça. Et, évidemment, quand je suis en audience, je ne suis pas l'enfant. Je ne suis pas l'agresseur. Je suis un tiers. Et la question qui se pose à moi est celle de ce que je fais moi. Oui. Et est-ce que je renvoie à l'enfant, à l'adulte, à mon semblable, quelque chose qui signifie sa dignité? Bien sûr. Mais l'agression, la violence, tu m'appartiens, est la volonté d'anéantissement et donc de priver la dignité. Mais ce que j'ai vu moi, c'est que si on la reconnaît, elle est toujours déjà là avant la reconnaissance. Le devoir social est de la reconnaître. Oui. Mais elle existe. Elle existe, mais Ce n'est pas un don que je fais, c'est une dette que je paye comme tiers. Je comprends bien, hein. Je comprends bien et je suis d'accord. Mais c'est quand même complexe en matière d'inceste, la question de la dignité et la question de la honte. Notamment, dernièrement, dans une rencontre publique comme celle-là, il y a une jeune femme qui à un moment a pris la parole en disant moi, j'ai été victime d'inceste et pendant des dizaines d'années, j'ai eu honte. Et je n'ai plus honte. Et je lui ai demandé, mais vous aviez cette honte, vous aviez honte. Non, c'est pas ça. Je lui ai dit, mais votre père, lui, est-ce qu'il avait honte? Alors elle m'a dit non, évidemment, parce qu'eux, ils sont fiers de ce qu'ils font, toujours. Et donc, le truc, en fait, c'est que la honte, c'est « j'ai honte pour toi ». Et donc, la victime qui a honte, ce qu'elle ne sait pas, ce qu'elle ne conçoit pas, ce qu'elle n'arrive même pas à voir, bien souvent, parce que c'est pas possible, parce que la honte l'envahit trop, c'est que la honte qu'elle porte, c'est la honte que celui qui devrait la porter ne porte pas. Or, est-ce que tu peux imaginer une société où il y aurait de l'inceste et où personne n'aurait honte? Il faut bien que quelqu'un ait honte. Ça serait une société barbare. Donc il faut bien que quelqu'un ait honte. Donc c'est
très souvent la victime qui prend la honte sur son dos. Et c'est ça qui est très violent, et ce que sans doute... Ça, la folie. Voilà. Et que quand tu dis la dignité, je la regarde avec dignité, et en lui, enfin, en la jugeant digne, en lui donnant de la dignité, enfin, je sais pas quelle était ton expression, pardon, exactement, mais c'est ça aussi, que c'est tout ça qui se travaille, quoi. Qui se remet à l'endroit. Voilà. Oui, qui nous rend fiers? Qui rend fière la France? Qui on admire, parce qu'il y a beaucoup de questions d'admiration dans le film. Ou pour dire les choses d'une manière encore plus belle, à la fin du film, c'est qui ce type? Oui, c'est ça. Mais au début, ils avaient dit, cet homme, je l'admirais. Et je crois que votre mère dit, à propos d'André, son mari, alors évidemment qui lui n'est pas du tout un monstre, voilà, enfin c'est pas un ancesteur, mais elle dit, on sent l'admiration, enfin l'importance de l'admiration pour ces femmes-là. Elisabeth qui dit, je l'admirais, en fait, il était, voilà, parce qu'il était intelligent, etc. Et votre fille, à la fin, elle dit, mais en fait, c'est qui ce type? Oui, mais ça fait, on va voir combien de temps ça va tenir, mais ça fait même pas 10 ans que on a compris qu'on n'était pas forcément obligé d'être dans l'admiration des hommes aussi intelligents, diplômés et cultivés et qui parlaient plusieurs langues et qui avaient de l'argent. On n'est pas obligé en fait. Mais il se trouve qu'on vient d'une société, on n'en est même pas sorti. Hein, mais ça bouge à peine là. Où, pour les femmes, l'existence, la seule existence sociale possible et donc intime aussi, c'était d'avoir un mari, je ne sais plus quel mot intelligent, oui, qu'elle admirait, enfin, voilà. on sent qu'elle admire, qui a des qualités admirables socialement, etc., et auxquelles elle peut s'adosser, en tirer un petit peu d'avantage pour elle. C'était ça la vie. Moi, il se trouve que j'ai eu une mère qui n'était pas mariée. Donc, elle avait ce problème social de ne pas avoir un mari, quelqu'un qui avait accepté de l'épouser pour lui donner un petit peu de son rayonnement. Elle n'avait pas ça. Mais c'était un problème, évidemment, pour elle, dans la société dans laquelle elle vivait. Mais ça, c'est toutes les... Enfin, je sais pas, mais c'est toutes nos mères, je pense. Je pense qu'il doit y a certainement des personnes dans la salle qui souhaiteraient éventuellement intervenir. Je crois qu'il y a un micro quelque part qui circule. Donc, si vous pouvez lever la main. Bonjour, merci beaucoup pour ce film. J'étais très frappée par la violence aussi sociale. Où est-ce que vous m'entendez? Ici. Ah, pardon. J'étais très frappée par la violence de l'émission télé. Ça m'a laissé sans voix, d'être accueillie comme ça, avec un ton de rire, de se moquer. Et je me dis qu'on a déjà fait des progrès, parce que maintenant, ça serait certainement plus possible. Enfin, j'imagine. Je vous rappelle que Ardisson a eu la Légion d'honneur il y a 8 jours. Des mains du président de la République. Je vous le rappelle. Enfin, heureusement que ce sujet, quand même, sort beaucoup et devient quand même plus public, moins caché, en tout cas. J'étais vraiment frappée par cette violence du déni. Je ne sais pas comment vous avez fait pour supporter ça, quoi.
Je ne l'ai pas supporté. Bonjour. Vous parliez de dignité et il y a pendant tous ces échanges avec votre belle-mère, avec votre mère, peut-être moins, cette espèce d'impossibilité Alors, je ne sais pas, je n'ai pas lu vos livres, je ne sais pas si c'est dit dans ces livres, si elles savaient, si elles étaient en mesure de savoir qui savait, qui ne savait pas. Et en tout cas, il n'y a pas eu... Mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas eu de possibilité de dialogue. C'est-à-dire, chacun est resté, en quelque sorte, dans son camp, avec l'impossibilité justement de se mettre à la place de l'autre, dans une impossibilité de savoir qu'est-ce qui se passe, comment se fait-il que l'on ne voit pas, ou comment se fait-il qu'il y a cet aveuglement. Je ne sais pas s'il existe ou s'il n'existe pas. En tout cas, c'est ce qu'on peut percevoir dans ce film, c'est que ça ne se passe, il n'y a pas de... Ces personnes n'ont rien vu, disent n'avoir rien vu, peut-être parce que c'est impossible de continuer d'exister si elles s'apercevaient qu'elles avaient vu ou su. Et que se passe-t-il? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un phénomène de société généralisé, je ne sais pas si c'est à vous que se pose la question, de cette impossibilité de s'imaginer que l'on croise tous les jours, dans son entourage, il y a forcément quantité d'incesteurs. Donc, et comment peut-on, aussi d'un point de vue du juge, de la société, répondre à un phénomène qui dépasse chaque individu pour être aussi, même s'il affecte chaque individu, pour être un phénomène de société généralisé. Donc, je ne sais pas si j'ai bien posé la question, je ne sais pas si j'arrive à la formuler, mais il y a ces espèces de deux points. Pour moi, vous l'avez mal posé. Pour moi, vous l'avez mal posé. Parce que si c'était un phénomène de société, voilà, ça serait très bien, on dirait ok, on va mettre des sciences sociales et puis refaire les statistiques, et puis etc. Et on va faire progresser tout ça socialement, et puis voilà. Mais un phénomène de société, ça se voit pas. Et moi, j'ai jamais vu la photo d'un phénomène de société. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, et c'est d'entendre. J'ai jamais entendu la voix d'un phénomène de société, ni son accent de classe. J'ai jamais visité sa maison, j'ai jamais vu ses canapés, j'ai jamais vu les tableaux qu'il y avait au mur d'un phénomène de société. Donc, phénomène de société, ça a l'air de dire, oui, phénomène de société, et d'ailleurs, moi je fais partie de la société, j'ai mon mot à dire, je vais voir un peu comment je peux faire des statistiques, et puis comment je peux voir un peu quels sont les phénomènes, là, l'aliénation, je sais pas ce qu'ils disent, enfin, tout un tas de trucs. Non, c'est des gens, c'est des personnes. Voilà, c'est des personnes. Alors maintenant, pourquoi c'est vu ou pas vu, comme vous dites? Ça, c'est important. Eh bien, c'est même quand c'est su et même quand c'est vu, ce n'est pas vu parce que c'est invisible, parce que ça blesse. Parce que ça blesse trop. Et quand je dis ça blesse, c'est-à-dire ça blesse y compris, ça ne blesse pas la personne qui le subit. Bon, ben, c'est une destruction, c'est clair. Mais la personne à qui ça n'arrive pas en direct,
qui peut être la mère, par exemple, l'amoureux, l'enfant, etc., de la mère, par exemple, ça la blesse infiniment. Infiniment. Donc, oui, ben, je vois, mais je vois pas. Ça me blesse trop. Et puis, de toute façon, qu'est-ce que je vais dire? Et puis, de toute façon, qu'est-ce que je vais faire? Ça blesse les gens. C'est ça qu'il faut bien qu'on comprenne quand même. Pour pas se mettre à tous s'accuser. Oui, lui, il a rien vu. Il a pas dit, il a pas fait. Il y en a un qui est un salopard. Et les autres sont éventuellement soit des gens très faibles qui n'ont pas la fameuse dignité sociale notamment, hein, parce que faut quand même parler de ça aussi. Ça s'adresse, ils tapent souvent en dessous socialement. L'agresseur, il va plutôt taper en dessous. Donc, il faut quand même avoir une certaine confiance en soi pour aller vers la justice aussi. Et y compris une certaine confiance sociale en soi pour dire, mais moi je vais aller, à la justice et ils vont me défendre. Oh ben oui, ils m'ont jamais défendu, pourquoi tout d'un coup ils vont me défendre? C'est ça aussi, hein, quand même. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire sur le regard. Et votre question est aussi une manière de rejoindre ce que je voulais dire sur l'image, la puissance de l'image et de cette scène. Quand on est là et qu'on voit l'image. Et phénomène de société, j'entends phénomène de société aussi au sens où c'est d'abord la vie d'une personne, et ce sont d'abord des personnes, mais société au sens où ça n'est pas que du privé. 160 000 enfants chaque année, c'est pas 160 000 affaires privées. On ne voit pas, on ne dit rien, aussi parce qu'on nous dit que c'est une affaire privée et que c'est sale, et qu'il ne faut pas embêter la société avec ces affaires-là. Mais c'est une affaire collective, publique. Donc on doit rentrer dans les maisons. Donc on doit rentrer dans les maisons. Avec des témoins, avec des amis. Pour remettre la loi à sa place. Pour remettre la loi et la parole à sa place. J'en profite parce que vous parlez de ça blesse et des personnes. On voit plusieurs personnes de votre entourage qui parlent, et par rapport à ce que vous dites de la blessure, il y a une scène qui m'a énormément touchée, je ne sais pas pourquoi, c'est votre compagnon, l'homme avec qui vous vivez, je crois qu'il est là, qui s'appelle Charlie. Lui, il est là, et lui, je sais pas, moi, ça m'a complètement cueilli. Il y a deux choses qui sont intéressantes, c'est que vous faites le lien, sans vraiment le dire, sur l'indignité de l'inceste, et il y a d'autres indignités ou déshonneurs, comme l'esclavage, et lui, il dit deux choses qui sont comme des fulgurances. Il dit, moi, je suis un descendant d'esclaves, j'ai une vie spéciale. Déjà, c'est énorme, et là, vous vous dites, oui, et l'inceste. Et là, il dit, oui. Et on reste avec ça. Je suis un descendant d'esclaves, et l'inceste, oui. Je sais pas, c'est magnifique, enfin, ça m'a énormément touchée. C'est parce qu'il dit, ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas de réponse. En général, les gens ont toujours des réponses. En revanche, on le voit penser. Oui. Et ne pas avoir de réponse, mais penser. Voilà. On n'est pas, voilà, mais c'est... Voilà. En général, enfin, il est plus fréquent d'avoir des réponses, mais de ne pas penser. Et là, c'est le contraire. Mais on voit. Voilà. On voit, et derrière ce moment du film, qui est très court, il y a... c'est immense. Enfin, il y a toute l'épaisseur de l'histoire aussi. Ce mot d'esclavage qui fait comprendre ce que c'est
que de subir un inceste. Mais vous les associez, enfin... Oui. C'est comme si vous disiez, et ça c'est quand même assez fort, il n'y a pas d'inceste dans l'objectivation, enfin dans le... Voilà, il y a d'autres choses. Voilà. Non, parce que les gens disent toujours, et puis surtout comme il y a un épisode un épisode quand j'ai 24 ans, les gens disent, ah bah oui, mais enfin là, donc, c'est à peu près ça qu'ils disent en fait. Bon, en réalité, ces gens-là ne savent pas ce que c'est que l'esclavage. L'esclavage n'est pas... Et ça, pour l'esclavage, là, on le comprend très bien, que ce soit pas une affaire d'âge. Ça, on le sait. Je sais pas où est le micro. Ah, il est là. Bonsoir. Un grand merci pour votre film et un grand merci au juge Durand pour son travail aussi. 2 points moi, qui m'ont beaucoup marqué dans le film, c'est la question de la paralysie générale autour de l'inceste. Et puis la seconde, c'est la recherche de la figure du mal, qui continue à paralyser aussi cette réflexion, je trouve. La paralysie, je trouve qu'on la voit vraiment, votre ex-mari qui a été paralysé au moment où il fallait bouger. Où est-ce que vous êtes? Ah voilà. Donc des paralysies physiques, quand la scène de discussion avec votre ex-mari qui est physique, cette paralysie. La paralysie de la parole, on se moque un petit peu de cette Elisabeth qui dénie, mais je pense que beaucoup de gens face à l'inceste ont vraiment ce réflexe, tellement c'est impensable. Et donc chacun a ses modes de protection, j'ai l'impression, et c'est peut-être ça qui nous empêche collectivement d'avancer sur cette question de l'inceste. Ça, j'aurais voulu avoir votre avis. Et puis la figure du mal, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'avec des livres comme Triste Tigre aussi, des livres bien sûr comme Kouchner, ça a fait avancer un peu les choses, de se dire que quelque part on a toujours cette idée que ça se voit, quoi. C'est tellement le mal incarné, l'inceste, le tabou suprême, qu'on a l'impression que ça va se voir. Moi j'ai souvenir, il n'y a pas longtemps, bref, une histoire une jeune femme qui a sorti ça dans un contexte familial, une famille tout à fait normale, tout à fait bien sous tout rapport, qui a de fait rejeté ce témoignage. Non, pas lui, bon, il est con, l'oncle machin, mais non, pas lui, c'est pas possible. Et quelque part, ce moment où vous mettez brièvement la photo de votre père, on voit ce visage, somme toute pour nous qui sommes extérieurs normal, ça nous redit à quel point il ne faut pas chercher le visage du mal, mais que cette question peut être partout. Et je crois que moi je trouve ça qui est en train de changer dans la société actuellement quand même. J'ai l'impression qu'on est en train de se dire, ok, ça peut arriver dans toutes les familles. Ce qui, je trouve, n'était pas le cas il y a quelques années, mais je veux bien votre avis là-dessus. Alors déjà, moi, Elisabeth, je ne l'avais pas dans mon camp. Je ne vous la mets pas dans votre camp. Je réfléchis sur la paralysie de chacun. Elle n'est pas du tout paralysée. Elle a décidé. Elle est consciente qu'elle a des avantages à être dans cette situation où, si elle se met à dire que cet homme qui lui a donné sa légitimité, sa place sociale, les tableaux qui sont au mur, les canapés, les enfants, et surtout la respectabilité sociale, elle commence à dire que, oui, c'est un salaud, en fait, bon, bah là, ça ne pue du tout, quoi. Elle va perdre la face. Et ça, c'est pas possible. Donc il y a quand même une grande différence entre quelqu'un qui ne veut pas perdre la face et quelqu'un qui est humilié ou mis en situation d'humiliation, comme la mère, ma mère, mais les mères dans ces histoires-là, ou Claude, parce que tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe pour Claude, pour ce jeune homme de 25 ans, au moment où il rencontre mon père? Eh bien, il se retrouve, lui, qui est
quelqu'un qui est en train de faire ses études, de commencer sa vie professionnelle, etc., qui a un amour, qui vient de se marier, qui aime quelqu'un, ben, il se retrouve à avoir un rival qui est de la génération d'avant, qui parle, qui est beaucoup plus cultivé que lui, qui est plus fort, qui est plus. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais surtout, Qu'il est en situation d'infériorité. C'est ça l'inceste, c'est vous êtes tous en situation d'infériorité. C'est ça qu'elle veut pas, Elisabeth. Et puis Claude, quand même, enfin ça aussi c'est très beau dans le film, les liens invisibles qui unissent et qui font que certaines personnes qui ont des vécus similaires se retrouvent. Il a vécu ça, enfin il a pas vécu l'inceste, mais il a vécu quelque chose. Donc la paralysie, bah bien sûr, enfin quand même, je veux dire, il a été violé à 11 ans et c'est vous qui lui dites. C'est vous qui lui dites, mais enfin, lui-même ne le voit pas. Et vous dites d'ailleurs une phrase très qui m'a beaucoup intriguée. Vous dites, mais tu n'as pas à avoir honte, Claude. Je t'assure. C'est vous qui prenez en charge ça. Et vous dites une phrase pas vraiment... être toute seule à avoir honte. Voilà, c'est ça. Mais même vous lui dites, vous dites, ça m'a interpellé. Tu ne m'as pas laissé le savoir. Et je ne sais pas pourquoi cette phrase elle reste. Je le savais. Pourtant, d'une certaine manière, tu ne m'as pas laissé le savoir. Donc vous vous retrouvez dans la situation à laquelle sont les gens qui... Ouais, mais ça, oui, c'est un peu... Enfin, je sais pas, je suis sûre qu'il y a des personnes ici qui savent ce dont on parle et qui ont dit ce qui leur était arrivé. Et donc qui vivent avec des parents ou des compagnons ou des enfants qui savent, mais qui ne savent pas. C'est ça le camp. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça le camp. C'est-à-dire, elle n'est pas dans mon camp, je ne la mets pas dans mon camp. Et la ligne de fracture est immédiate. Est-ce qu'il y a du commun? Est-ce qu'il y a du partagé? Est-ce qu'on se reconnaît? Est-ce qu'on est dans la même réalité? Et c'est immédiat. L'autre camp sont ceux qui renvoient la honte, la folie, être étranger, l'expérience de... J'appelle ça l'incommunicabilité. Et ce camp-là, cette ligne de fracture, c'est pour ça que la neutralité est une bonne planque. Cette ligne de fracture est immédiate et c'est, je pense, vital. On ne peut pas ne pas choisir son camp. Oui, parce qu'on Sinon, le produit. on contribue. Qui n'est pas avec moi et contre moi. Du coup, je voulais vous dire que votre film, bon, ça fait 2 fois que je le vois, et je le trouve puissant, vraiment puissant. Puissant comme vos livres aussi. Là, en fait, ce que vous dites sur les gens, en fait, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont avec nous, en fait. Moi, il y a une scène que je trouve formidable, c'est ma plus belle scène. J'ai envie de pleurer quand j'y pense. C'est celle où vous regardez cette ville, là, à Strasbourg, je pense, de la chambre d'hôtel, et que là, vous vous mettez à pleurer, comme un enfant, je pense, à ce moment-là. Et on n'entend rien. Et en fait, même si on a des gens autour de nous, c'est vrai, qui ont adhéré, qui ont compris, nos enfants. Moi, j'ai 3 enfants, des compagnons, nos parents. Mais en fait, malgré cela, et on le sait quand on a été victime, quand on a été... quand on partage un petit peu ça, on va dire ça. ouais, c'est le bon mot. Oui. On sait que, malgré tout, il y a une souffrance qui prend aux tripes à certains moments. Il y a une solitude qui est permanente et qui est là. Et même si, avec des copines, là,
les copines de misère, les copines de ça, il y a toujours une solitude qui est là. Et la solitude qu'on ne peut pas partager, qu'on n'a pas forcément envie de partager parce que c'est de la pudeur en fait aussi. Et que on a envie de rester aussi avec cette pudeur. Voilà. Mais en tous les cas, merci pour votre film. Moi, je pourrais en parler des heures parce qu'il y a tellement de choses à... Et puis, par contre, la mère de votre... J'ai envie de dire le salopard, excusez-moi. Qui presque, à un moment donné, vous accuse de lui avoir piqué son mari. Mais moi, je me serais levée, j'aurais mis un coup de boule. Oui, mais le film. Ouais, mais un coup de boule, quoi. C'est juste la nana, elle a les neurones qui, je sais pas, soit elle en a qu'un, soit il se balade dans tout son corps, j'en sais rien ce qui se passe dans sa tête, mais c'est pas possible de sortir un truc pareil ou de l'insinuer, c'est juste impensable. Voilà, en tous les cas, merci pour ce film. Et merci Bordurand. Et merci Isabelle. Merci. Excusez-moi, je profite pour dire que vous avez dit une phrase. Je ne suis pas sûre que vous avez dit la honte n'a peut-être pas changé de camp, mais la solitude, c'est fini. Oui, c'est quelque chose que je ressens. C'est quelque chose qui se vérifie, enfin, voilà. Mais la honte n'a pas changé de camp, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et la tristesse non plus, quand même. Aussi. Bonsoir, je suis là. J'ai vu le film pour la deuxième fois ce soir. Bravo. Bravo pour votre courage d'avoir pris cette initiative de faire un film, en fait. Parce qu'effectivement, je suis réalisatrice. Et les romans, les écrits ne suffisent plus à un moment. Et je dirais que c'est pas seulement l'image, c'est l'image et le son. Un film, c'est de l'image et du son. Toutes les émotions qui passent à travers un film ne peuvent pas passer à travers un roman. Donc, les deux sont forcément complémentaires. Et voilà. Bon, je ne vais pas revenir sur toutes les scènes qui ont été largement analysées, exposées. Par contre, à un moment, vous vous effondrez parce que vous apprenez que Elisabeth vous attaque en justice. La meilleure défense, c'est l'attaque, tout le monde le sait, sauf que c'est le seul moment dans ce film où vous parlez de justice, de l'intervention de la justice, et c'est contre vous, alors qu'en principe, c'est vous qui devriez déposer plainte, attaquer, être protégé par la justice. Monsieur Durand me connaît mon parcours aussi avec la justice. Pourquoi en sommes-nous arrivés à devoir faire des films pour essayer d'avoir de l'impact et être entendus dans toutes les formes de violence, alors que les tribunaux sont en principe faits pour défendre les victimes et protéger les victimes. Les commissariats de police sont là pour ça aussi. Or, aujourd'hui, vous faites un film, d'autres personnes ont écrit des romans, ont écrit des bouquins, enfin, voilà. La question, c'est où en êtes-vous avec ce procès d'abord ? Est-ce qu'elle vous poursuit jusqu'au bout ? Est-ce que vous aurez un procès public ? Et vous, comment réagissez-vous ? Avez-vous déposé plainte contre elle ? Où en êtes-vous avec la justice, en fait, la partie justice dans votre histoire ? Eh ben, aujourd'hui, on est 3 à être mis en examen. Les 2 opératrices qui tenaient la caméra, et moi. Les personnes qui sont rentrées. Donc vous. Donc voilà. Et quand même, enfin, je peux vous parler de ça, mais bien sûr que la littérature suffit.
Bien sûr que la littérature suffit. Ah bah si. Le cinéma apporte autre chose. Voilà. C'est complémentaire, en fait. Oui, mais non. Non, c'est autre chose, mais c'est pas question de complémentaire. Là, c'est pas la même chose. La littérature n'a jamais été la preuve de quoi que ce soit. La littérature est seule. La littérature est seule dans son coin avec quelqu'un qui tient un livre. Et puis c'est tout. C'est comme ça qu'elle vit. Alors que le cinéma, on est tous là et on voit ensemble quelque chose qu'on voit bien quand même. Donc c'est de l'ordre de la preuve. La littérature n'est pas de l'ordre de la preuve. C'est autre chose. Ça s'adresse à une personne, c'est tout. Donc voilà, c'est juste, je ne peux pas laisser... La littérature, elle est très importante et elle est intègre et c'est très important aussi. Donc c'est pas... Voilà. Pour le reste... je ne sais pas ce que Édouard peut en dire sur cette histoire de justice c'est-à-dire que qui n'est pas du bon côté. Mais ça, est-ce que c'est la première fois? Parce qu'en fait, il y a une réversibilité de la loi. On dit toujours la loi est là. Mais en fait, non, la loi elle n'est pas là. Enfin, la loi, elle peut se retourner. Parce qu'en plus, je crois qu'elle vous les accuse de violation de domicile. Enfin, c'est un truc un peu... Tout est un peu inversé. En fait, on a l'impression que la loi, elle est réversible. Elle peut se retourner. C'est question d'interprétation, non? La loi que nous votons est fragile, est vulnérable. Et ceux qui rendent la justice, qui contrairement à ce qu'on croit, n'ont pas du tout le monopole de la vérité, fût-elle judiciaire, ne sont que ce que nous sommes. Le fonctionnement de la justice n'est qu'une des manifestations de la position du tiers, spectateur, les bras croisés. Et c'est vrai du soin, c'est vrai du système social de protection, et c'est vrai de la justice. La violence des mots, du non-lieu. Quand on est victime, avoir recours à la justice, c'est prendre un risque. Il y a de quoi se croire folle ou fou. Non-lieu, ça rend fou. Eh bien, non-lieu, ça veut rien sans dire. Suite, c'est prescrit. Et dans un système de domination, dont Christine Angot a parlé très clairement ce soir, la loi peut être appropriée comme une arme pour nier. Il a bien fait de ne pas te garder à la Suisse. Couper les caméras. Oui, c'est une histoire de camp. C'est très clair. Mais c'est très important qu'un homme de loi dise ça. Parce que c'est vrai. Enfin... Oui, c'est vrai. Mais vous savez, oui. Il tire les bras croisés, ça c'est... Le spectateur... Oui. C'est formidable. C'est à moi. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce film, Christine. Merci à vous pour tout le travail, Monsieur Édouard Durand, que vous faites pour essayer de faire avancer les choses. J'aimerais revenir sur le mot dignité qu'on a beaucoup entendu. Je suis quelqu'un qui croit beaucoup à l'importance des mots utilisés, tous les mots choisis, et encore plus en termes de violence sexuelle. Je comprends tout à fait le sens que vous en donnez à ce mot, dignité, et voilà le sens aussi qui est donné dans le dictionnaire. Sauf que bon,
je pousse un peu la réflexion parfois sur les mots, mais en fait, pour moi, chaque mot compte. Et encore une fois, particulièrement dans les cas d'inceste et de violence sexuelle. Et un mot peut adoucir, et un mot peut aussi nous enterrer encore un peu plus, quoi. Et là, dans dignité, je pense à un enfant, parce que du coup, je vous suis pas mal, Monsieur Durand, et vous dites que c'est bien de dire, c'est important de le dire, c'est important d'être cru, mais maintenant, il faut protéger. Et du coup, je pense à un enfant qui décode ces mots, dignité. Alors déjà, pour être clair, moi, j'aime pas ce mot. Voilà, pour que vous sachiez où je veux en venir. Pour moi, dignité, un enfant qui va décoder ce mot, on entend dit, donc dire, ni, nier, et taire. Alors bon, peut-être que je vais un peu loin, mais c'est... Pour moi, même la résonance des mots dans notre cerveau, le dire, le nier et le taire, c'est exactement ce qui se passe dans notre société. Actuellement, je trouve qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent, mais on essaye de les faire taire absolument. Et d'ailleurs, je voudrais vous remercier, Christine, pour ce que vous avez dit à propos d'Elisabeth. Je trouve ça très intéressant parce qu'on parle beaucoup de déni. Et j'avais pas vu ça sous cet angle quand vous l'avez dit, ça m'a fait une petite lumière, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui veulent rester. En fait, c'est pas du déni, c'est que il y a des personnes qui veulent rester, comme vous dites, Monsieur Édouard Durand, dans ce camp de j'ai pas envie de voir, j'ai pas envie de savoir, et c'est pas mes histoires, quoi. Donc, voilà. Merci. Je dis, alors moi, c'est un peu lacanien, je dirais, mais peut-être, hein, j'avais jamais entendu ça, mais je suis d'accord avec ces injonctions paradoxales, dire, nier, taire. Mais le mot est beau. Et quand on comprendra que c'est une fois qu'on aura tout enlevé, ce qui nous est commun, ce sera déjà pas mal. Et je l'emploie parce que dans une réunion publique, à la fin de la réunion, une dame a pris la parole, elle a dit, à l'instant où mon agresseur a commis le viol contre moi, j'ai cru que j'avais perdu toute dignité. Et elle s'est tournée vers les autres personnes dans la salle et elle a dit, maintenant que je vous écoute, elle parlait aux autres personnes dans la salle, pas à nous de l'autre côté. Elle a dit, je sais que je n'ai jamais perdu ma dignité. Et je pense que c'est important. Alors peut-être le mot, avec honte, on comprend cette idée de l'inversion, de la violence sociale. Quel mot vous trouveriez autre que dignité? L'humanité? Pardon, mais moi je crois qu'il faut quand même... c'est ce que je disais de la honte tout à l'heure, oui c'est vrai, mais quand même, on parlait tout à l'heure de la scène d'Ardisson. Si j'ai pas subi d'inceste, jamais ça n'existe que je dois traiter comme ça. Donc voilà, si j'ai pas subi d'inceste, certaines critiques que j'ai eues dans l'Obs et autres, avec des titres comme Cucu la Christine, il faudra veiller à créer un comité de défense du trou de Christine, et des trucs comme ça. Si j'ai pas vécu l'inceste, il n'y a pas ça dans les papiers littéraires. Il n'y a pas ça dans les papiers littéraires. Donc, vraiment, je crois que cette histoire d'indignité, elle est fondamentale. Après, ce que je pense, moi,
c'est que, en fait, l'indignité, ça n'a jamais empêché quelqu'un de se tenir debout et de ne pas la reprendre à son compte. Quel mot pour dire ça? Fierté, Fierté. dignité, je sais pas moi. Fierté. Ouais. Qu'est-ce qui rend fier la France? Folie. Mais en tout cas... Est-ce qu'on est d'accord sur la réalité? Voilà. Et Christine Angot choisira le mot. Elle est experte. Mais moi, j'accepte de dire que le mot ne convient pas. Mais si nous sommes d'accord sur ce que nous cherchons à dire, moi, je prends le mot. Mais cette réalité-là, inaltérable, donne-nous le mot. Oui, mais fierté, moi, je veux bien fierté. Mais tu as dit aussi dignité. Mais il faut ce mot. Il faut trouver ce mot. Parce qu'il faut le dire. Et il faut que ce mot soit mis dans le bon camp. Oui, ou indifférence. Je m'en fous. Tant pis. Pas dommage, pas dommage. Pas dommage, non, pas dommage, surtout pas. Mais tant pis. Je peux dire un truc? Si vous permettez. Après, je suis timide et puis à la fin, j'ai envie de parler. J'aime bien, tant pis, je m'en fous. Parce que, on parlait tout à l'heure, avant, de l'injonction aux parents. Ouais. Et quand j'ai entendu des personnes dire « j'ai pardonné », moi, ce que j'entendais, c'est « je m'en fous ». C'est qui ce type? Voilà. Qui est pas « j'ai pardonné », mais voilà. Il est hors de ma vie. Ouais, c'est sûr. Et ça, c'est une responsabilité collective. Rendre possible ce... Oui, parce que ce que j'aime bien, moi, dans « je m'en fous et tant pis », c'est qu'il y a toujours des injonctions à dire aux gens ah oui, mais alors vous vous êtes reconstruite ou je ne sais quoi. Autrement dit, là maintenant c'est bien, là vous êtes comme moi, là maintenant c'est super. Vous avez réussi, vous êtes comme nous, quoi. Maintenant c'est vachement bien, quoi. Voilà. Et en fait, je crois que ben non, je suis pas comme vous, mais tant pis. Et je m'en fous. On est d'accord. Mais il faut trouver le mot en un mot. Qui dit ça? Un mot qui dit ça? Moi j'ai dit dignité. Ah non! Ah non! C'est l'inverse. Ah non! La résilience, c'est la morale du vainqueur. Présence. Ah, là tu peux pas me dire non. Elle dit présence. Incarnation. Voilà, exactement. On va y arriver. On va trouver. Ça sera le prochain titre du prochain bouquin. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. En fait, Mais vous êtes où? Je suis là en jaune. Ok. Donc, je voulais vous remercier infiniment. Je vais tenir le micro à deux mains parce que sinon il va tomber. Donc, merci beaucoup, beaucoup, en fait, tous les deux. C'est la deuxième fois que je vois le film. La première fois, en fait, j'ai été vraiment bouleversée, en fait, par la relation mère-fille qui, pour moi, était au cœur du film. Ma mère aussi, en fait, a été victime de son père. Je suis devenue éducatrice spécialisée en protection de l'enfance. Au chômage actuellement, puisque j'ai tendance à dénoncer. Ceci étant dit, je vais passer à la question qui m'anime depuis la première vision de votre film, qui est vraiment merveilleux. Merci beaucoup pour toute l'énergie, en fait, que ça nous apporte. Ma question, c'est que j'ai accueilli donc la révélation de ma mère
J'étais formée au département, je pense que ça l'a aidée, donc je l'ai accueillie du mieux que j'ai pu en la prenant dans mes bras en 2018. Ma question, c'est qu'en fait, je suis partagée entre mon droit, avec des gros, énormes, gros guillemets, mon droit d'enfant à savoir, en fait, ce qui est plutôt mon besoin de savoir, puisque je ne connais absolument rien sur ma famille, et donc mon papy pédo, comme j'aime à l'appeler, entre nous. Papy, si tu m'entends. Donc, un peu de folie ne fait pas de mal. En fait, ma question, c'est, je suis vraiment empêchée entre le respect que je porte en fait au vécu de ma mère et la délicatesse avec laquelle je l'aborde en marchant sur des œufs et mon besoin de savoir si un jour je sais quelque chose, en sachant tout ce que ça implique de souffrance pour la personne qui peut... Voilà, c'est très... Est-ce que ma question est claire ? J'ai l'impression. Non ? Oui ? Merci beaucoup. Je crois. Mais bon, il y a de la souffrance de votre côté aussi, surtout. Donc ça... Enfin... Votre fille, elle dit « ça me rend malade ». Ben oui. Oui, il y a de la souffrance de ce côté-là aussi. C'est pas... La souffrance, elle n'est pas... Personne n'est propriétaire de la souffrance de l'inceste. Elle est diffuse. C'est bien sa particularité. Puisque c'est un crime social, il n'est pas comme ça, c'est pas une maladie qui serait comme ça, qui toucherait une personne. Donc, moi je comprends que vous ayez, oui, enfin, que ça vous intéresse, autrement dit. Je crois qu'on pourrait aussi le dire comme ça, en fait. C'est que ça nous intéresse. Parce que moi, par exemple, là, merci beaucoup. Pour l'instant, personne ne m'a demandé quand est-ce que j'allais parler d'autre chose. Quand est-ce que j'allais écrire autre chose. Tu as répondu déjà. Quand on me dit ça, bah oui, il faut bien que je réponde. Je continuerai tant que vous n'aurez pas compris. Ah oui, j'ai dû dire ça un jour, oui. Oui, oui. Mais je varie un peu de temps en temps, mais non, mais voilà. Donc c'est ça, c'est oui, c'est ça. Oui, c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire, je pense que vous avez besoin, on a besoin, mais je crois que ça nous intéresse. Je dirais, et j'écrirai tant que vous n'aurez pas compris, mais c'est aussi, ça m'intéresse. Voilà, ça m'intéresse. Et je peux ajouter un mot ou pas du tout ? Pourquoi pas ? C'est que en fait, je vous trouve vraiment, mais vraiment merveilleuse quand vous dites que, en fait, on s'en fout et je suis comme je suis. Et enfin, moi, je sais que ma mère ne pouvait pas être là avec moi ce soir, mais qu'elle fait partie de moi. Et c'est ce qui est beau, vraiment, j'ai été très émue quand je suis allée voir votre film. C'est que pour moi, avant tout, c'est un film d'amour, en fait, entre une mère et sa fille. Et j'ai rien vu d'autre que des belles images de votre enfant et de vous. Et j'ai trouvé ça magnifique, un très beau film. Merci beaucoup. Merci. C'est aussi, pas seulement l'amour entre la mère et la fille, c'est aussi un film d'amour pour le ciel bleu, au-dessus de la mer. Et voilà, que ça, on peut le dire aussi, que quelle que soit l'indignité ou la dignité ou la souffrance ou les pleurs, ce film, il se termine par voilà, elles sont en train de regarder ce qu'elles ont le droit de regarder et ce qui leur appartient autant qu'aux autres. Ça, c'est important. C'est à nous aussi.
aussi toute l'importance des images. J'aime pas les images d'archives, mais les images qui ont été tournées par Claude, votre ex-compagnon. Il y a une image qui est très très prégnante. C'est des volets qui s'ouvrent. Il y a la mer, Holiday, et en même temps, il y a vous, votre voix, les mots du voyage vers l'Est. Les viols avaient lieu le week-end ou pendant les vacances. Et là, c'est incroyable parce que on parle souvent de dissociation. C'est un mot peut-être qui est, mais quand même, c'est-à-dire que même si on vit ça, bah il fait beau, le ciel est bleu, même si, et c'est à la fois presque douloureux que la vie continue, et en même temps c'est là. Et ce truc incompréhensible, comment ça se fait que ça continue dans ce plan-là et dans d'autres plans-là. C'est là et c'est pas là parce que c'est là pour les autres aussi. À ce moment-là, c'est ça aussi. C'est là pour les autres, mais vous êtes dans la même réalité. Enfin, voilà. Ouais, mais bon. Je pense que tout le monde a compris de quoi on parle. Alors, si ça vous va, on prend une dernière question et ensuite on peut continuer à discuter autour d'un verre à l'étage. C'est bon pour vous? C'est totalement involontaire, mais j'ai l'impression qu'ici, il y a un nœud d'éducateur spécialisé. Parce que je le suis aussi. Vous êtes où? Alors, j'ai 28 ans d'expérience en protection de l'enfance et depuis 4 ans, je suis à la protection judiciaire de la jeunesse. Et ça fait 32 ans, en fait, que j'accompagne des enfants victimes de toutes sortes de maltraitances, et particulièrement victimes de maltraitance, violence, viol, inceste sexuel, voilà, tout ce qui peut exister d'assez inimaginable. Dans le cadre de mon travail, je travaille beaucoup sur l'histoire familiale, sur les liens, sur les répétitions, et je travaille beaucoup aussi sur que l'enfant, l'adolescent comprenne d'où il vient et pourquoi, à un moment donné, maintenant à la protection judiciaire de la jeunesse, il a commis des actes de délinquance. Et je travaille également pour qu'il puisse se poser, se calmer et surtout avoir la possibilité de devenir heureux par la suite. Qu'il a le droit d'être heureux malgré tout ce qu'il a pu subir. Je le fais beaucoup avec les jeunes filles, voire les jeunes garçons victimes d'inceste. Je le fais beaucoup avec les enfants victimes de maltraitance physique, en leur disant que c'est pas parce qu'ils ont été victimes qu'ils vont être bourreaux à leur tour. Par contre, en regardant la fin de votre film et votre relation avec votre fille, j'ai réalisé qu'à aucun moment je ne les préparais ou je n'anticipais le fait que, devenant parents, ils allaient devoir en parler ou pas avec leur enfant. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir le faire ou si d'autres personnes qui ici pourraient le faire, de me donner peut-être des billes, des pistes, des idées pour que je puisse les aider à anticiper l'arrivée d'un enfant chez eux. Alors ensuite, j'aurais eu d'autres petites questions pour M. Durand. Faisant partie de la justice, comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour que la justice évolue dans la protection de ses enfants, ne serait-ce que dans les audiences, que l'enfant ne soit pas forcément à côté de ses parents quand il y en a un qui est bourreau ou quand il y en a un qui n'est pas protecteur. Sur la deuxième question, sur la folie et le monde à l'endroit, il a fallu que je comprenne que le tribunal, mon bureau, devait être un espace où un enfant pourrait se sentir en sécurité. Et c'est probablement le premier de mes devoirs. Et donc, pour qu'un enfant ne soit pas assis à côté de son agresseur, ou une femme victime de violence conjugale, toute personne victime de violence à côté de son agresseur, le moyen le plus efficace,
est de ne pas mettre de chaise à côté de celle sur laquelle l'agresseur est assis, par obligation de la loi. Et donc, par exemple, de faire 2 audiences au lieu d'1. Tout ce qui est de l'ordre de la confrontation, de la médiation, de la restauration du lien dans un système de domination est l'obligation faite à la victime de consentir à la volonté de l'agresseur, et on appellera ça un accord. Oui, le ciel est bleu pour tout le monde, et il n'appartient à personne. Comme tiers, en tant que tiers, je me suis toujours dit que je ne pouvais dire à cet enfant ou à cet adulte que le ciel est bleu que si d'abord je reconnaissais aussi longtemps qu'il le faudrait que c'est dans les ténèbres que l'enfant ou l'adulte avait vécu. Le tiers est parfois tenté de dire un peu trop vite que le ciel est bleu. Passons à autre chose. Et parfois, il faut du temps. Et en protection de l'enfance, on a tendance à dire « c'était le passé. Passons à autre chose. » Je ne dis pas que c'est ce que vous faites, hein. Pas du tout. Hein. Et le premier moyen de se sentir libre et de pouvoir dire « je m'en fous », c'est que le tiers ait reconnu que c'était grave, que ça avait eu lieu. Et puis moi, je suis juge, comme vous êtes éducateur, et moi, je sais dire la loi et m'efforcer d'avoir une parole qui soit du registre de la loi et du monde à l'endroit. Mais je suis pas psychanalyste, thérapeute, médecin. Donc, il y a des choses qui relèvent pas de ma compétence. Et pour éviter ce qu'on pourrait anticiper, ben, j'enverrai ou j'accompagnerai l'enfant vers d'autres personnes qui savent faire. Parce que tout seul, on peut pas. Je suis pas le référent pour l'enfant. Je suis un des tiers qui permet d'entrevoir la liberté possible. Liberté plutôt que dignité. C'est pas clair ce que je dis, mais je le pense vraiment très fort. Christine, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non, mais je veux bien essayer de répondre comme je peux d'une manière très simple à la question sur l'enfant. C'est-à-dire que quelque chose qui vous arrive à vous ne vous appartient pas et ne vous arrive pas qu'à vous. C'est juste ça qu'il faut bien savoir et que, par conséquent, un enfant qui naît, bien sûr, il naît à une certaine date et c'est sa vie, elle commence à ce moment-là. Mais il a une histoire. Et cette histoire, eh bien, elle est notamment, elle est entre autres faite de ceux qui l'ont précédé. Et naturellement que s'il y a un problème d'inceste chez sa mère ou chez son père, bah bien sûr que ça l'intéresse. Bien sûr.
Vous voulez dire quelque chose, Edouard? J'ai l'impression que... Oui, je voudrais dire, voilà. parce que la dame a dit que c'était la dernière question. Et je voudrais dire que la dame en jaune a dit qu'elle avait perdu son emploi parce qu'elle avait protégé des enfants. Et enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. Et à toutes les personnes, et notamment aux mères, qui protègent leurs enfants et qui le disent dans un monde fou, qui les accusent, elles, de mentir, je voudrais dire qu'on sait que vous êtes là. Et que vous avez raison. Et que c'est bien qu'il y ait des personnes qui disent aux enfants, je te crois, et je ferai tout ce que je peux. Je peux ajouter quelque chose? Moi, je voudrais dire aux mères qui n'arrivent pas à protéger leurs enfants qu'on sait qu'elles sont là aussi. Merci énormément. Alors, un grand merci à vous, et je crois que la discussion va se poursuivre là-haut. Je voudrais aussi dire quelque chose. Vous remercier très chaleureusement, sincèrement, les yeux dans les yeux, et vous dire une chose. Ce film est très important parce que on dit il y a le pied dans la porte et tout. C'est pas tellement le pied dans la porte, mais on rentre. Et plus jamais on pourra dire qu'on n'avait pas vu. C'est un truc un peu historique quand même, c'est pas rien. Et je pense à ça parce que vous, Édouard Durand, à la Civise, il y a 30 000 personnes qui ont témoigné. 30 000 personnes qui se sont levées, qui ont dit c'est plus possible, c'est fini, c'est terminé. Et là, comme vous, Elisabeth vous assigne en justice en voulant refermer la porte sur la propriété privée pour toutes ces conneries-là, là, on dit ah ben non, mais c'est bon là, vous avez eu 2 ans pour parler, ça suffit. Eh ben, moi je voudrais dire que non, ça suffit pas. On est les 30 000 et plus. Il y a les soutiens civils, il y a vous, il y a nous. Le pied est dans la porte, on est dans la place. On ne vous laissera pas refermer le couvercle. C'est terminé, c'est fini. Oui, la solitude, c'est fini. Et ça aussi, c'est fini. Donc, on va pas laisser faire. On va continuer. Il y a votre film qui est vraiment historique pour ça et qui on voit ce que ça provoque. Ça provoque plein de choses. On a vu aussi des gens sortir tout à l'heure, etc. Et il y a... J'ai pas vu. Qui est passé. Mais il y a ce tract, c'est un tract. Voilà, le mien il est dans tous ses états, il y a du scotch, enfin je veux dire parce que voilà. 160 000 enfants, violences sexuelles et déni social. Je dis pas que c'est complémentaire, ce serait insultant, mais ça va ensemble. C'est en même temps, c'est maintenant. Donc un grand merci, et le couvercle ne se refermera pas parce qu'on est là. Et je suis désolée, c'est un peu fin novembre. On pleurait d'impuissance chez nous et de colère. Et puis là, c'est fini, on pleure plus, on est ensemble et on continue. Donc, merci. Voilà. Merci. Je pense que vous avez tous et toutes vu l'intelligence et la subtilité et la détermination avec laquelle Isabelle Bourdon a animé ce dialogue entre nous tous. Et c'est quand même une chance qu'on a aussi de passer 1 heure avec Christine Angot. Et merci à nos films, aussi le distributeur du film, de l'avoir permis cette rencontre. Merci beaucoup. Et merci au Luxi. Merci à vous. Par rapport à
peut aussi songer. Peut-être je vais dire un papier, peut-être pas La question du pouvoir, par rapport Je te crois, je te protège.